Une petite histoire de guerre, chapitre 16. J'ai acheté 3 bouteilles de soda à l'orange. Une pour maman, une pour moi, une pour Morissette. Mais il n'y avait plus personne dans les jardins, sauf maman qui attendait devant la grille. Les autres épouses de soldats étaient rentrées chez elles, ainsi que Morissette et Mr. Fink. T'est-il arrivé une aventure sur le chemin de la buvette demanda maman. Non, maman, mais il n'y en avait plus. Il n'y avait plus de soda à l'orange. J'ai dû courir jusqu'à la confiserie de la 72e rue. Je ne pouvais pas lui raconter que j'étais passée en jugement dans les bois. Je ne voulais pas qu'elle brûle son lit. Je ne voulais pas qu'elle brûle dans son lit. Nous sommes sortis du parc avec notre bêche. Dans ma tête, je n'arrêtais pas de voir Harvey Winters White en train d'allumer une allumette. Je suis allée m'asseoir dans ma chambre et j'ai réfléchi à la façon dont le diable avait dû s'insinuer dans la tête de l'amiral. En fait, le diable, c'était Harvey Winters White. J'ai arrêté de lire le New York Times. Mais je n'en souffrais pas. Je pouvais encore répondre à toutes les questions de Mr. Franklin. En un mois, j'avais appris par cœur la moitié du monde. Et j'ai accepté de donner des leçons à Arturo. J'étais bien obligée. Je n'avais pas d'autre moyen de gagner de l'argent. Mais Arturo avait une cervelle comme une passoire. Il ne savait rien en histoire, rien en géographie. Il était incapable de trouver Battan ou Berlin sur une carte. Il ne connaissait pas le nom d'Eva Braun, la petite amie d'Hitler. Lui, il n'avait que Hollywood en tête. Gary Cooper vient du Montana. Il a fait ses débuts comme caricaturiste. Hollywood est Hollywood, ai-je dit. Et le monde est le monde. Je ne veux pas que tu me parles de Gary Cooper pendant nos leçons, Arturo. Nous étions dans la superbe maison des Fink, installée dans la salle d'études d'Arturo, où il y avait un bureau, un énorme poste de radio, un dictionnaire et une caricature signée Gary Cooper, représentant un tigre en haut d'une falaise. Mrs. Fink nous a apporté des sandwichs, une corbeille de fruits et des tasses de chocolat chaud avec une montagne de crème fouettée flottant au milieu. J'ai appris à Arturo comment on lit une carte et comment, d'après les différentes couleurs, on détermine l'altitude de telle portion de terre au-dessus du niveau de la mer. Je lui ai expliqué aussi que l'air est comme l'océan, avec des courants et tout le reste. Il ne voulait pas me croire. On peut nager dans l'air ? Quelquefois s'il est assez en mouvement, ai-je répondu. Alors Superman et le capitaine Marvel nagent pour de vrai dans un océan d'air ? Exactement, ai-je répondu. Et il pourrait se noyer ? Ah bah oui, si l'air est trop agité, oui. Oh bon sang, s'est-il exclamé à la manière du capitaine Marvel. Mais nous ne sommes pas allés beaucoup plus loin. Il s'endormait au bout d'une heure ou deux, et cette première semaine, je n'ai gagné que 5 $. J'étais très malheureux, sachant que j'aurais à affronter le diable avec mes 5 $ en moins. Le dimanche, j'ai fait mon jardinage. J'ai observé les pois qui grimpaient le long de leur tuteur et les pommes de terre qui gonflaient dans la terre. Et puis j'ai dit à maman que je devais aller aux toilettes. J'ai franchi la grille et Robert était là, derrière un réverbère. Je l'ai suivi dans le bois. L'amiral m'attendait avec l'élan. Il s'est moqué des 5 $ que j'avais réellement gagnés à la sueur de mon front. Car est-ce n'était pas une partie de plaisir d'essayer de donner des cours à quelqu'un qui avait la cervelle comme une passoire ? Ce n'est rien, a hurlé l'amiral en chiffonnant mon billet de 5 $. Amiral, c'est la moitié de 10, la moitié c'est quand même la moitié. Ce n'est rien du tout. Il a fourré le billet tout froissé dans le col de ma chemise. Robert a failli s'évanouir. Nous avons signé un contrat, Mr. Dalton, avec du sang. Le vôtre et celui de votre maman. Amiral, a dit l'élan, vous ne poussez pas un peu le bouchon ? Et dis donc, et si on gardait ces 5 $? Non. Ça nous permettrait de manger pendant 2 jours, amiral. Non, tout ou rien, du tout, c'est ma devise. Je lui donne jusqu'à mardi, après nous frapperons.
Je brûlerai ce garçon, je le brûlerai avec tout ce qui l'entoure. Maintenant, retourne à ton jardin avec ton billet de 5 $. Et c'est ce que j'ai fait, en tremblant comme une feuille au vent d'hiver. J'ai entendu une sirène, celle des alertes aériennes. Oup, oup, oup. Les tiges de pois semblaient frémir sous le bruit. Nous devions quitter nos petits jardins et nous précipiter dans la baraque du gardien. Il y avait là une petite foule d'épouses de soldats. Elles souriaient toutes à Mr. Fink. Il y avait aussi Morissette et moi. Il y avait le gardien, qui était aussi le responsable local de la défense passive. Il a mis la casquette blanche qui indiquait sa fonction et a fermé les volets. On aurait dit un capitaine sur son navire. Il portait un sifflet autour du cou au cas où une jardinière se perdrait pendant un exercice d'alerte. J'ai regardé Morissette. J'étais très malheureux. Je ne pourrais jamais trouver 5 $ de plus en si peu de temps. Morissette a dû avoir un peu pitié de moi. Jack, a-t-elle dit, tu as l'air malade. Chut, a dit le gardien. Personne n'a le droit de parler pendant une alerte. C'était stupide, parce que même s'il y avait eu des pilotes et des bombardiers japonais dans le ciel, ils n'auraient jamais pu nous entendre, et puis de toute façon, ils comprennent pas l'anglais. Alors j'ai écouté la sirène annonçant la fin de l'alerte. Ce n'était plus cette horrible oup, oup, oup. C'était juste une lente et triste chanson. L'exercice terminé, je n'avais plus besoin d'attendre les instructions du gardien. Je suis sortie en courant de la baraque.